à toutes et à tous et merci de cette invitation à recommercer ensemble. Donc, je vais vous parler de grandes tendances qui me semblent se dessiner sur le retail 2022. Alors vous allez voir, j'invente rien, hein. On a interrogé très récemment pas mal de consommateurs et c'est en s'appuyant sur ces chiffres que je vais essayer de dessiner un peu ce à quoi on peut s'attendre, en tout cas des éléments d'inspiration pour aborder ce retail de l'année prochaine. Alors, premier point, je vous apprends rien, mais c'est quand même l'élément de contexte majeur. Enquête mondiale menée par Shopify, sur 11 marchés, 84% des consommateurs ont fait des achats en ligne pendant la pandémie. On a eu une accélération absolument incroyable de la pénétration de l'e-commerce. Ça devient la nouvelle donne. C'est finalement, est-ce que c'est la bonne ou mauvaise nouvelle de la Covid? En tout cas, c'est la nouvelle donne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, ça pourrait remettre en cause la raison d'être des magasins physiques parce que quand on voit ces réponses, alors vous allez voir ces chiffres, régulièrement il y a une comparaison entre ce qu'on appelle les prosumers, c'est-à-dire les consommateurs les plus en avance et donc qui sont prédictifs de ce qui va se passer, et puis le reste de la population qu'on appelle le mainstream. C'est une étude Avas sur laquelle je m'appuie là. Et quand on demande, donc on regarde l'écart, et plus l'écart est grand, plus ça nous indique la tendance. Et là, regardez, donc sur l'item, j'ai tellement l'habitude d'être livré immédiatement que je n'ai plus besoin de faire mes achats en magasin. Donc c'est un peu évidemment une formulation provocatrice. 40% des prosumers sont d'accord. On voit qu'en France, c'est encore assez bas, avec 19%, mais si on regarde nos amis chinois, américains, quand même, quasiment la moitié des gens sont d'accord avec une assertion pareille. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. Et encore plus provoquant, je serais d'accord avec le fait qu'Amazon et Alibaba soient les seuls retailers qui survivent. Là, on n'y est pas allé de main morte. Et on a quand même quasiment un tiers des gens qui nous disent pourquoi pas. Et regardez en France, 29% des prosumers, donc encore une fois des gens un peu prédictifs, nous disent ouais, finalement, pourquoi pas. Donc, si Alibaba et Amazon ont gagné la bataille de la logistique, parce que c'est clairement ça qu'ils ont gagné, et on a tous succombé à ça, à cette praticité, comment les retailers peuvent-ils de leur côté gagner la guerre de l'expérience? Les retailers, je veux dire les autres retailers, évidemment. Et j'aime bien cette citation d'Emily Weiss, qu'on ne présente plus, hein, la reine de Glossier, qui nous dit « Je pense qu'Amazon a vraiment résolu le problème de l'achat, ça c'est incontestable, mais il a tué le plaisir du shopping dans le processus. » Et donc, c'est un des éléments évidemment très forts de ce qui nous attend et de la réponse que peuvent apporter les retailers physiques. Et pour nous, se dessine là un nouveau modèle. Vous connaissez, vous l'avez tous appris à l'école, hein, Product, Place, Promotion, Price, le fameux modèle des 4 P. On s'acheminerait, en tout cas voilà, c'est l'hypothèse que je formule, vers un nouveau modèle, les 4 C, convergence, culture, communauté et conscience. Et donc en quelques minutes, je vais vous donner quelques chiffres et quelques éclairages sur ces 4 C. Alors le premier, la convergence, de quoi je parle? La convergence, évidemment, c'est une évidence, mais entre le physical, j'allais dire, le digital et le physique. Je faisais un néologisme moi aussi. Alors, quand on demande aux gens, après la crise du Covid-19, je m'attends à ce que les retailers facilitent mes visites en magasin. Et on voit bien que par là, on entend plus de digital dans le magasin, donc rendez-vous personnel, file d'attente numérique, etc. Tout le monde est d'accord. Donc ça veut dire que tout le monde a intégré le fait qu'on a un téléphone dans la poche et que le digital et le physique se rencontrent. J'aime bien cet exemple de Chanel. C'est tout frais, tout le travail qu'ils font avec Farfetch et finalement l'expérience augmentée en magasin grâce au digital, grâce à des cabines qui connectent les gens, qui ont pu choisir en amont des produits sur une appli, qui les retrouvent quand ils arrivent en boutique et qui ensuite évidemment voient des contenus additionnels sur les vêtements qu'ils ont choisis. Donc évidemment ils sont mis en scène sur le podium, ça fait envie. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, moi, si on se projette, c'est que ça veut dire que le lieu physique devient un vivier de data. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le magasin physique est un élément qui maintenant va être de plus en plus traqué. Et donc, on avait les analytics du e-commerce, on va avoir les analytics du magasin. Et ça veut dire qu'évidemment, on va pouvoir personnaliser de plus en plus l'expérience. Donc, c'est un élément de convergence extrêmement important. Le deuxième point, c'est évidemment, quand on dit aux gens la crise du Covid-19 a changé ma perception des achats en ligne, je préfère faire mes achats chez les retailers qui offrent les expériences en ligne les plus efficaces. C'est une évidence, mais c'est évidemment ce qu'on attend d'eux. Donc vous voyez, 78% des prosumers sont d'accord. Là encore, c'est massif. Et en fait, expérience efficace, c'est la base. C'est-à-dire que si ce n'est pas efficace, ce n'est même pas la peine de concourir. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité qu'on a d'enrichir l'expérience du digital par des choses plus sophistiquées. Je ne sais pas si vous aviez remarqué cette initiative de Dr. Jart, donc de la cosmétique, finalement un marché qui est très problem-solving normalement, voilà, des problèmes de peau, des solutions, et qui ont réussi à lancer un produit pendant le confinement
événements avec une expérience en réalité augmentée. Donc c'était un peu comme si on se retrouvait finalement dans la campagne de promotion du produit en ligne en réalité augmentée, et en même temps on avait des contenus additionnels sur le produit. Donc on voit qu'en fait il y a un luxe finalement beaucoup plus grand de possibilités grâce à cette technologie, qui là aussi est une forme de convergence finalement entre le physique et le digital. Deuxième élément, le deuxième C, la culture, particulièrement important. En fait, au fond, c'est une des questions les plus importantes. Quel est le rôle du retail finalement dans notre vie? À quoi ça sert? Eh ben, on voit que les gens nous disent ça va faire partie de ce qui occupe ma vie et donc de la culture que cela peut m'apporter. Regardez ces chiffres, hein. Les magasins vont devenir des lieux où l'on pourra vivre des expériences significatives, par exemple des cours de cuisine, des défilés de mode, des événements spéciaux. Donc, je parle de la culture au sens très large. 58% des prosumers, c'est à peu près le chiffre français. Et encore une fois, vous voyez, en Chine, ils sont tout à fait d'accord à 80% de leurs prosumers. Donc, on attend ça, on attend ce rôle dans la vie qui est, ça m'apporte quelque chose de culturel. Je ne peux pas ne pas parler évidemment la Samaritaine. Pourquoi on va à la Samaritaine? On va voir le lieu, on va passer un moment, on va sortir, on va découvrir cet endroit, on va découvrir que c'est un lieu de vie, on va découvrir que c'est un lieu où l'on peut se restaurer. Donc ce n'est pas complètement nouveau en soi, mais il y a une raison d'y aller qui est quasiment historique et qui fait que voilà, le lieu est un lieu culturel et donc il justifie le déplacement. Et c'est évidemment pas pareil d'y aller que d'acheter quoi que ce soit de la Samaritaine en ligne. J'aime beaucoup l'exemple aussi de Kiss. Donc on est toujours, ça se passe beaucoup rive droite, hein, donc là on est au Pershing Hall, et ce temple new-yorkais de la basket et du streetwear s'est installé à Paris. Et quand vous voyez ce lieu, donc évidemment c'est un lieu où on peut acheter des sneakers, on peut acheter évidemment des t-shirts, etc. Mais c'est aussi un lieu culturel, c'est un lieu où on va découvrir des livres sur tout le street art et sur toute cette culture et des objets de design liés à ça. C'est l'endroit où on va pouvoir aller bruncher à l'américaine, donc encore une fois ça me donne une raison d'y aller, évidemment. Et puis j'aime particulièrement ce dernier détail. Il y a carrément un bar à céréales où les grands noms, il paraît que Virgil Abloh a signé quand même un mélange de céréales exclusif, signature. Il y en a d'autres, donc avec des noms connus. Et ça, évidemment, ça c'est... Alors, encore une fois, est-ce que c'est culturel? Oui, c'est de la culture au sens large. Et c'est une raison de se rendre chez Kiss et de passer un moment là-bas. Le dernier point autour de la culture qui me semble très important, et on voit la réponse que les gens nous apportent à cette question, j'attends des marques qu'elles m'apprennent à faire les choses par moi-même. La culture, c'est aussi voilà, comment je progresse, en fait, qu'est-ce que j'apprends. Et encore une fois, c'est une occupation intelligente du temps que les retailers peuvent nous apporter, des chiffres assez significatifs à nouveau. Et là, évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler d'un exemple qui n'est pas neuf, mais qui est pour moi emblématique de ce que peuvent devenir les retailers demain de plus en plus, des lieux pour nous faire progresser. Apple, finalement, ils ont juste réinventé la médiathèque d'autrefois. La médiathèque où on allait voilà, découvrir, apprendre des choses, s'enrichir culturellement. Et ben, photo, vidéo, musique, c'est ce que nous propose Apple et ils nous développent à travers leurs activités, lieux culturels. Troisième C, la communauté. On va beaucoup parler d'humain dans ce Retail Morning, j'en suis sûr. J'aime bien cette citation du patron de Starbucks qu'il avait faite à un des derniers NRF. Nous devons lutter contre l'épidémie mondiale de solitude humaine. On voit bien quand on s'appelle Starbucks, évidemment, pourquoi il nous dit ça. On voit bien aussi qu'après une année de pandémie, c'est un problème. C'est-à-dire que voilà, le digital, c'est aussi quand même pas mal d'enfermement et puis de gens qui sont moins connectés aux autres. Et donc, comme nous le dit très bien Etsy, est-ce qu'on pourrait keep commerce human? Voilà. Et la raison d'être, au fond, du commerce au départ, c'est l'échange. Et donc, il y a une part d'humanité essentielle. Et ça fait évidemment partie de ce futur du retail. Donc, c'est des choses très classiques, mais qui vont être là de manière très présente, si on en croit notamment ces chiffres. Donc, après la crise du Covid-19, ce sera encore plus essentiel pour les marques d'ajouter une dimension humaine à l'expérience shopping digitale. Et vous voyez, je commence exprès par le digital, parce que digital et expérience en ligne ne veut pas dire qu'on n'est pas humain. Pas du tout, du tout. Évidemment, on va voir que l'humain est important dans les lieux physiques, mais l'humain peut être très présent et beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui dans les expériences d'e-commerce. J'en veux pour preuve ce que fait Glossier, je vous l'avais annoncé tout à l'heure avec Emily Weiss. Quand je choisis des produits dans le site de Glossier, mais que ce n'est pas la sélection de Glossier, ça devient la sélection de Audrey, une jeune femme qui n'a pas forcément beaucoup de followers, mais qui a choisi un certain nombre de produits et qui va me dire « j'ai choisi cette crème, j'ai choisi ce fond de teint, j'ai choisi ça, ça et ça ». Et c'est un peu ma curation de produits à moi. Tout d'un coup, il y a une valeur humaine énorme et je ne choisis pas les produits de la même manière une fois que finalement, il y a le rôle d'Audrey qui me conseille.
Deuxième chiffre, après la crise du Covid, j'aimerais que les marques humanisent leur expérience shopping en ligne en offrant une interaction vidéo avec leurs représentants. Donc là, pareil, globalement, on est à 40% des prosumers en France et c'est assez massif sur le plan mondial. Et là, juste un chiffre quand même assez frappant, hein. C'est la Chine qui nous montre le chemin. Aujourd'hui, 10% des ventes d'e-commerce en Chine se font via la vidéo. Donc ça a explosé pendant la crise. On a besoin, encore une fois, de mise en scène des produits et rien de tel que l'humain en live pour nous donner envie. Donc là encore, on ne fait que réinventer les ventes flash, hein, tout d'un coup, qui pouvaient avoir lieu et qui étaient sous la main d'animateurs dans les magasins. On peut le faire tout simplement dans l'e-commerce. Apogée du community shopping, qui est un autre angle intéressant aussi dans ce lien humain. Vous voyez le chiffre. Et là, c'est des solutions comme Squadit qui, en fait, proposent dans votre site d'ajouter une couche qui est la possibilité de faire ses achats avec ses amis qui ne sont pas là, mais qui sont là. C'est ça qui est formidable et qui nous permettent de simplement se donner des avis, regarder ensemble, choisir à plusieurs et apporter une dimension d'humanité supplémentaire. Et puis évidemment, quand même, l'humain, j'en ai beaucoup parlé dans le digital, mais on l'attend aussi évidemment dans les lieux physiques. Après la crise, j'aurais toujours envie de visiter des magasins physiques pour l'interaction humaine. Alors, c'est pas non plus énorme, enfin on a quand même 50% des gens à peu près, hein, en France, 49, et puis 43 dans le monde, qui nous disent si, quand même. Et puis la raison d'aller quelque part, c'est toujours de rencontrer des gens. Et là, le bon exemple, c'est Lululemon, qui fait de ces lieux des lieux vraiment de ce qu'ils appellent le community-based retail, c'est-à-dire je vais chez Lululemon pour choisir des produits, mais j'y vais surtout pour vivre une expérience avec des gens qui sont connectés au même centre d'intérêt que moi. Donc il y a toute une communauté qui peut se créer autour de ce lieu. Le dernier, la conscience. Encore une fois, la responsabilité des retailers, elle est attendue énormément par les gens. 63% des prosumers sont d'accord avec le fait que lorsque la pandémie sera terminée, je m'attends à ce que les marques s'impliquent davantage dans les questions sociales, car les grandes entreprises ont un rôle important à jouer, évidemment. Donc, je ne peux pas ne pas citer Everlane, un exemple classique, mais finalement, leur modèle de totale transparence, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà, j'achète pas juste un t-shirt, pas du tout. J'achète une manière de l'avoir produite qui est très responsable. Et d'ailleurs, ils me font même écouter le son du t-shirt dans l'usine. Donc après, on peut être créatif dans la façon de l'exécuter, mais ça nous dit à quel point finalement cette marque est consciente et donc donne une certaine intelligence à mes achats finalement. J'aime beaucoup aussi l'exemple de Starbucks avec un petit encart pour si vous voulez voir la pub, qui nous dit en fait, on a le droit d'être soi chez Starbucks et donc on peut être en transition et avoir un prénom qui ne correspond pas à son physique, en tout cas avoir une question de est-ce que je m'assume tel que je suis. Chez Starbucks, oui, on peut être appelé par son prénom, être transgenre et se sentir très à l'aise. Et ça encore, c'est un signal très fort qu'ils envoient. Évidemment, cette conscience, elle est très concrète aussi et très connectée aux produits. C'est ça qui est intéressant. Et là, je veux parler de toute l'économie de la seconde main. Encore une fois, là, je ne vous apprends rien, mais on voit que c'est quelque chose qui va monter énormément dans le retail auquel on peut s'attendre. Pour moi, le futur du e-commerce sera les plateformes qui se focalisent sur les produits de seconde main, que ce soit dans la mode, la déco, l'électronique, hein, évidemment. On voit tous les succès de plateformes autour de ça. C'est pas si énorme encore, mais enfin, quand on est à un tiers des gens qui sont d'accord avec ça, ça veut dire que c'est émergent. Et on voit qu'en France, pour le coup, on est les champions de ça. 52%, c'est vrai qu'il y a le plus gros écart, si vous voyez les chiffres. 52% des prosumers français contre 37% du reste de la population. Donc, on est très responsables, nous les Français, on a envie de ça, on a envie que finalement les retailers s'engagent à une consommation plus durable. Évidemment, Loop et Carrefour qui nous dit, voilà, vous pouvez, en fait c'est au fond la consigne d'autrefois, c'est des produits que j'achète, que Loop ensuite récupère les emballages, les nettoie, et puis on est dans un cycle comme ça qui permet évidemment d'économiser de l'emballage et de se sentir plus vertueux quand on fait ses courses chez Carrefour. Nudie Jeans, qui est un exemple que j'aime beaucoup, qui est une autre façon d'aborder la mode et qui nous dit en fait, vous n'achetez pas un jean, vous achetez un jean qu'on va vous réparer sans fin autant de temps que vous le voudrez. Donc en fait, il peut vous durer toute la vie. D'ailleurs, ils nous disent you decide how far they go. Bon, après, on a le droit d'en acheter un autre si on veut, il n'y a pas de problème. We decide. Mais en tout cas, ils nous proposent que ce jean est une vie quasiment éternelle et donc, évidemment, ils nous évitent de racheter et donc de surconsommer.
Des exemples assez frappants, c'est Isabelle Marant qui nous dit quand même j'ai ma propre plateforme de seconde main. Donc ça, c'est un signe aussi très fort. Ça veut dire que tout d'un coup, le luxe s'y met. Et évidemment, je ne peux pas ne pas citer The Real Real, temple du luxe seconde main, où il faut que vous sachiez quand même aujourd'hui, un client du luxe sur 4 achète de la seconde main. Donc on est vraiment dans une économie qui se transforme et qui est vertueuse et qui est une attente énorme des gens. Et pour finir, mon dernier exemple, c'est celui de Mage, qui vient de lancer en fait son service de location de vêtements. Et là, on est dans finalement l'ultime responsabilité, l'ultime économie, sobriété, puisqu'il ne s'agit même plus d'acheter, mais de louer. Et encore une fois, c'est une manière d'exercer sa conscience de consommateur. Donc, convergence, culture, communauté, conscience, les 4 C. En tout cas, j'espère une inspiration pour le futur du retail. Merci beaucoup.